Et notre invité politique ce matin, c'est Manuel Valls. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, ancien Premier ministre. On est ensemble pendant plus de 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Ryan, bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Et on commence évidemment par cette crise sanitaire et cette flambée épidémique avec des chiffres qui deviennent alarmants et l'alerte générale sonnée aujourd'hui au plus haut sommet de l'État, Conseil de défense, de nombreuses rencontres pour Jean Castex. Vous qui avez été à Matignon, vous qui faites aussi beaucoup d'allers-retours entre l'Espagne et la France, deux pays très touchés par cette épidémie de Covid, est-ce que vous pensez que la stratégie du gouvernement est la bonne ? Moi, je pars du principe, notamment face à cette crise, que toute polémique, toute critique n'a pas beaucoup de sens. Donc, il faut agir. Il faut agir pour sauver des vies, pour prévenir. La ligne de crête est particulièrement étroite, puisqu'on voit bien qu'il s'agit de freiner, de faire reculer le virus, et de l'autre côté, sauver l'emploi, parce que nous savons que les conséquences économiques, sociales de cette crise vont être majeures en termes de chômage, de pauvreté et d'exclusion. Donc, cette ligne de crête est étroite. Comment préserver les vies, comment lutter contre le virus et préserver en même temps l'activité économique, c'est-à-dire éviter le confinement général. Mais c'est vrai que depuis plusieurs semaines, c'est vrai en Espagne, c'est vrai en France, toutes les alertes sont passées à l'orange ou au rouge. Les propos, par exemple, de l'un de mes anciens collaborateurs, qui est aujourd'hui le patron de l'ARS d'Île-de-France, Aurélien Rousseau, m'ont frappé. C'est-à-dire que à partir du moment où les hôpitaux, des services de réanimation commencent à être sous tension, on assiste en plus à une propagation du virus un peu partout et dans toutes les régions. C'est la différence par rapport au printemps. Ça n'est plus uniquement en Alsace ou en Île-de-France, c'est partout, y compris dans des départements ruraux. Il faut agir, et donc j'attends avec impatience et inquiétude aussi, bien sûr, les mesures qui seront annoncées sans doute demain. Agir, c'est pour vous un reconfinement inéluctable pour sauver Noël, par exemple ? Je ne sais pas, parce que la grande difficulté que nous avons, c'est l'absence d'horizon, ou plutôt l'horizon qui recule. Avant l'été, on avait le sentiment qu'on allait tous retrouver la vie d'avant et que l'économie en 2021 allait reprendre et que nous allions compenser une partie des pertes de 2020. Moi, je pense que c'est difficile de s'enfermer dans un calendrier. C'est vrai que les fêtes de Noël, en termes économiques, et puis surtout en termes de vie familiale, de rencontres, sont essentielles. Et sont essentielles. Vous avez parfaitement raison. En effet, le moral est important. Ce qu'il faut, c'est agir maintenant pour freiner cette propagation particulièrement inquiétante. En plus, avec beaucoup d'exemples où on voit que ce ne sont pas seulement les personnes âgées, que ce ne sont pas seulement les personnes qui ont d'autres symptômes, qui ont d'autres maladies qui sont touchées, mais quand cela touche des personnes bien portantes, jeunes, les dégâts sont considérables du point de vue médical en termes de santé. Les séquelles restent très importantes. Sur la gestion de cette crise, c'est vrai qu'en Espagne, il y a une plus grande autonomie de décision des régions. Est-ce que ça illustre une France trop centralisée, la gestion de cette crise pour vous ? Je ne crois pas, parce que de ce que j'ai vu de l'Espagne au cours de ces derniers mois, la concurrence entre régions, les tensions entre les autonomies qui, c'est vrai, ont toutes les compétences en matière de santé et le pouvoir central, mais qui peut décréter ce qu'il vient de faire l'état d'urgence, ce qui amène ensuite à confiner partiellement, à mettre en place un certain nombre de dispositifs, à fermer, par exemple, c'est le cas à Barcelone depuis plusieurs semaines, tous les restaurants et tous les bars et tous les cafés, ce qui pour la vie méditerranéenne est évidemment un choc considérable. Je ne sais pas, moi je crois quand même qu'on a besoin d'une vision cohérente, globale, harmonieuse. Rappelez-vous de cette polémique qu'il y a eu avec Marseille aussi, mais c'est vrai qu'il faut laisser agir les acteurs de terrain en lien avec les médecins, avec les scientifiques, et les maires, les élus et les préfets restent pour moi le couple idéal pour mettre en œuvre des mesures de la manière la plus intelligente possible. Mais avec les mouvements qu'il y a dans notre pays, ça n'est pas facile d'avoir une France à plusieurs vitesses. Vous craignez les tensions, on les sent monter en Italie, elles montent aussi à Barcelone, et en France on sent cette tension monter entre les gens qui voient leur commerce fermé et qui ont peur finalement que de rester sur la paille. Oui, mais il y a des secteurs, le tourisme, la restauration, l'hôtellerie, les loisirs et la culture, toute l'activité culturelle qui est profondément touchée, même si en France, il faut le rappeler, heureusement il y a un État, et les mesures qui ont été prises depuis ce printemps par le gouvernement pour aider l'économie ou pour aider la culture, il y a encore des mesures qui ont été annoncées par Roselyne Bachelot pour le spectacle vivant, le théâtre, sont considérables. Tout le secteur des transports, tout le secteur aérien et donc toute l'activité économique autour
alentours sont profondément touchés. Oui, bien sûr. C'est-à-dire quand la marée se retira, pardon de cette expression, on va voir que non seulement il y a eu du chômage partiel heureusement, mais qu'il y a du chômage, il y a les réalités, mais il y a beaucoup d'entreprises, notamment d'autonomes, d'indépendants, de restaurateurs, qui vont mettre la clé sous la porte. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas reprendre leur activité, l'activité sera morte. Et puis derrière, il y a aussi, c'était le cas hier à Barcelone, c'était le cas il y a quelques semaines et régulièrement à Berlin, par exemple, vous avez des gens qui, sur des thèses complotistes, continuent à s'opposer ou à nier ce qui est en train de se passer. Donc non, moi je veux saluer d'ailleurs l'immense majorité des Français qui ont avec beaucoup bien sûr d'inquiétude, mais aussi beaucoup de sérénité, beaucoup de discipline. Il faut que cette discipline soit sans doute renforcée de nouveau, affronte cette pandémie. On va parler de l'autre sujet, c'est la lutte contre l'islamisme et ce bras de fer, ces tensions entre la France et la Turquie, ces insultes même du président turc envers le président français Emmanuel Macron, Erdogan qui met en doute la santé mentale d'Emmanuel Macron. Vous publiez ce matin une tribune dans le Figaro. Vous dites Erdogan, nouvelle référence des frères musulmans, se fait le chantre de l'islamisme le plus radical. Et vous pointez aussi dans cette tribune la faiblesse de l'Europe, soumise au chantage des réfugiés de la part de la Turquie. Est-ce qu'on est condamné à l'impuissance face à la Turquie ? Non, mais il faut être lucide. Nous venons de parler de la crise sanitaire, de la crise économique et sociale. Nous traversons aussi la planète, une crise environnementale. La question du réchauffement climatique et de la transition écologique sont fondamentales. Et il y a maintenant cette crise qui n'est pas nouvelle, en tout cas depuis 2012-2015 notamment, la crise terroriste et cette crise identitaire. Je pense que rarement le monde, l'Europe et notre pays ont eu à affronter autant de crises en même temps. Le front est large. Et le papier que je publie dans le Figaro, merci de le citer, vise surtout à démontrer que cette crise terroriste, cette crise identitaire, le combat face à l'islam politique n'est pas que notre combat. C'est une question fondamentale. Le président de la République, il y a quelques semaines au Muro, avait parlé de la nécessité que l'islam change, parce que le grand débat, il est au sein de l'islam, et c'est pour ça que nous devons aider les musulmans qui veulent tout simplement vivre leur foi, à lutter contre l'islamisme. Ce n'est pas la République qui lutte contre les musulmans, c'est l'islamisme et l'islam politique, l'islam radical, qui veulent prendre en otage nos compatriotes, nos concitoyens musulmans. C'est pour ça qu'il faut les protéger. Mais il faut être lucide sur cette guerre que nous livre l'islam politique, les frères musulmans notamment, et dont l'une des références, pas la seule, ils reçoivent le financement par exemple du Qatar, mais la référence politique et qui cherche à utiliser ce moment pour des raisons internes mais aussi de leadership dans l'islam sunnite, c'est Erdogan. Alors ces insultes sont insupportables, bien évidemment, il faut les condamner, mais derrière cela, on voit bien que c'est une tension puissante avec la Turquie en Méditerranée, sur la Libye, où il protège des milliers de terroristes, de djihadistes qui sont partis de Syrie, de l'État islamique, vers la Libye. Donc, toutes ces confrontations montrent les dangers. Je salue le fait que la France est particulièrement ferme vis-à-vis de la Turquie, mais il faut que l'Europe soit ferme. Elle a été souvent seule. Écoutez, au Sahel, elle a été seule. En Syrie, elle a été seule. Elle assume pleinement ses responsabilités déjà depuis plusieurs années, et quels que soient d'ailleurs les présidents de la République. Mais là, ça suffit d'une certaine manière. Il faut que chacun prenne ses responsabilités, et on ne peut pas laisser la Turquie dans cette dérive, parce que ce ne sont pas seulement des mots. Au-delà de l'attitude atroce de la Turquie à l'égard des Kurdes, mais sa confrontation, y compris sur la question du Haut-Karabakh avec l'Arménie, en Libye, je viens de le dire, les tensions en Méditerranée avec la Grèce ou sur la question chypriote, montrent qu'il y a un problème. Je rappelle que la Turquie est membre et notre partenaire de l'Alliance Atlantique. Vous parlez de guerre, monsieur Valls, mais est-ce que, à ce titre, la Turquie, ou le président turc, doit-il être considéré comme un allié ou comme un ennemi ? C'est une bonne question, parce que je viens de le souligner, c'est notre partenaire dans l'Alliance Atlantique. C'est une des armées les plus puissantes de l'Alliance Atlantique. Or, elle peut encore rester dans l'OTAN, la Turquie, pour vous ? Non, je pense qu'à terme, il y a un vrai problème. Il ne s'agit pas de punir les Turcs, qui sont un grand peuple. Et on voit bien d'ailleurs que c'est le retour des grands empires. Hein. Les Perses avec l'Iran, qui ont énormément profité de la situation de ces dernières années, qui représentent un vrai danger, pas seulement sur la question nucléaire, mais sur toutes les questions liées aux armements balistiques, et surtout cette
archite, ce protectorat qu'ils ont imposé aussi bien au Liban qu'en Irak et en Syrie. Donc face à ces tensions, il faut, moi je crois, une stratégie diplomatique nouvelle, il faut de nouvelles alliances stratégiques, il faut utiliser les changements dans la région. Nos grands partenaires doivent être Israël et les Émirats. Et derrière cela, il faut sans doute, oui, c'est l'islam politique, c'est l'islamisme qui nous fait la guerre, mais beaucoup de fermeté, des régimes de sanctions, ne pas dépendre des Turcs sur la question des réfugiés et montrer qu'en Méditerranée, ils ne sont pas les maîtres. Donc la stratégie pour vous, c'est une montée en tension, puisque le discours de fermeté que vous appelez de vos voeux, il va finalement certainement augurer aussi d'une montée en tension en Turquie. Jusqu'où on va dans les tensions? Mais ce qu'il faut, c'est empêcher que ces tensions ne montent de la part des Turcs. À chaque fois qu'il y a eu des faiblesses, vous savez, moi j'étais très marqué par le fait que les fameuses lignes rouges que le président Obama avait tracées concernant la question syrienne, c'est-à-dire sur l'utilisation d'armes chimiques, ont été allègrement surprises. Et à partir du moment où, contrairement à ce que souhaitait le président Hollande, les Britanniques et surtout les Américains ne sont pas intervenus pour frapper et sanctionner au moment où c'était nécessaire le régime syrien, cela a été interprété comme un signe de faiblesse dont les Russes, avec Vladimir Poutine, les Turcs aussi, avec Erdogan déjà, ont profité, bien sûr, le régime de Bachar. Moi, je ne suis pas un belliqueux, je pense que le monde a besoin de paix, mais il a besoin aussi de fermeté, sinon les populistes, ces pays qui ont une certaine vision, en plus à long terme, interviennent. Donc c'est là où on a besoin d'une alliance puissante avec les Américains. J'espère qu'il y aura une nouvelle administration américaine qui le permettra davantage, de nouvelles alliances stratégiques. J'ai parlé d'Israël et des Émirats, en plus avec la paix qui s'est nouée sous nos yeux il y a quelques semaines. C'est pour ça que je pense aussi que la France doit reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Mais derrière cela, il y a une vision stratégique nouvelle, parce qu'on ne peut pas permettre cette tension. Je rajoute encore une fois que c'est une manière de démontrer qu'il y a un grand débat, une grande confrontation au sein de l'islam, et que là, il nous faut vraiment expliquer, et ça n'est pas simple bien sûr, aux musulmans dans le monde entier, que ici en France, les musulmans sont protégés, vivent dans la liberté de culte, et que nous sommes un exemple, celui des Lumières, qui touche chacun, qu'on croit ou ne croit pas. C'est ça la laïcité française. On va venir sur ces questions, mais un dernier mot sur Erdogan, puisque vous condamnez, vous clairement ces insultes, comme à peu près l'ensemble de la classe politique française, d'ailleurs, qui soutient Emmanuel Macron, sauf Jean-Luc Mélenchon, qui refuse, lui, de soutenir Emmanuel Macron face à ces attaques d'Erdogan. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Jean-Luc Mélenchon? Sans doute une dérive personnelle, une vision très basse de la politique, une absence de courage, parce que ce n'est pas Emmanuel Macron qui est insulté seulement, c'est chacun d'entre nous, c'est la France, et quand on est patriote et républicain, face à ce personnage, je parle de Erdogan, il faut être unis. Je toujours considéré que sur les grandes questions de politique étrangère, face au terrorisme, dans cette confrontation, il faut être unis. Jean-Luc Mélenchon... Il sort du champ républicain? Non, mais en tout cas, il n'est pas à la hauteur, une nouvelle fois plus, mais c'est normal parce qu'il est pris dans des contradictions. Je veux dire, Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, l'a résumé d'un mot. On ne peut pas être à la fois Charlie Hebdo et Obono, on ne peut pas être Charlie Hebdo et Mélenchon. Il est pris dans des contradictions lui-même, et du coup, elles s'étendent, y compris sur ce champ de la politique étrangère. C'est une erreur très, très, très lourde de sa part. Mais bon, écoutez, c'est son choix. Non seulement il faut condamner les insultes de Erdogan, mais il faut soutenir l'action du président de la République dans ce moment-là compliqué, dans cette tension mondiale, notamment sur cette question identitaire, sur cette question de l'islam politique. On va parler de Gérald Darmanin. Oui, alors parlons de Gérald Darmanin, parce que le ministre de l'Intérieur, en effet, affiche une nouvelle fois sa fermeté dans Libération. Aujourd'hui, notamment sur la fermeture de la mosquée de Pantin, la dissolution du CCIF, la lutte contre la haine en ligne. Il fait ce qu'il faut, selon vous? Il va suffisamment loin? Je pense qu'on... vous savez, l'assassinat de Samuel Paty, après l'attaque qu'il y a eu devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, et je pense aux deux journalistes qui sont encore blessés, c'est un tournant, enfin, c'est une bascule, on le ressent comme ça, même si nous vivons avec des attentats déjà depuis plusieurs années. J'étais en première ligne face à ces attentats, notamment en 2015 et 2016. Mais ce qui a changé sans doute, et c'est ce que je vous disais sur le plan international il y a un instant, c'est que l'ennemi est clairement désigné.
Je l'avais dit moi-même, il y a 2 ans, je souhaitais qu'on dise clairement que les frères musulmans et les salafistes étaient les ennemis de la République. Et cette fois-ci, on passe vraiment aux actes. De ce point de vue-là, l'interdiction ne sera pas facile d'un point de vue juridique, mais il faut y arriver, du CCIF, qui est l'officine des frères musulmans en France, démontre que c'est eux les adversaires. Les salafistes sont un peu l'avant-garde derrière laquelle s'abritent les frères musulmans. Les frères musulmans sont cette organisation avec des liens partout, une puissance financière considérable, solidaire, un de ses leaders qui est Erdogan, nous venons d'en parler. Donc là, on passe aux actes, d'où ces tensions. D'où ces insultes de Erdogan. Je rappelle qu'en plus, il utilise, à travers les financements des associations et le réseau consulaire turc, pour contrôler les Turcs qui vivent en France, mais pour contrôler aussi l'islam des Turcs en France, avec des conséquences sur l'ensemble de ce culte dans notre pays. C'est le cas aussi en Allemagne, ce qui explique parfois la frilosité de nos amis allemands sur ces questions. Jusqu'à interdire les financements de tous les investissements turcs, puisqu'on voit qu'ils investissent dans les écoles, ils investissent... Alors ils envoient des émissaires sous forme d'imams ou d'enseignants. Je pense qu'il faut... Toute la panoplie doit être regardée. Il faut agir contre l'islamisme et l'islam politique sur une panoplie très large. Il faut éradiquer cet islamisme dans notre pays. Ça sera long, difficile. On a parlé de guerre. En tout cas, ce conflit, cette bataille, cette guerre, cette confrontation, comme elle a différentes dimensions, internationales et nationales. Et on est à la fois sur le champ de l'espace public, des mosquées, des financements. C'est une bataille aussi culturelle, philosophique, politique, puisqu'il s'agit tout simplement d'aider les musulmans de France aussi à extirper, à rejeter cet islam politique. Donc, il faut agir sur le temps. C'est pas une seule mesure, c'est pas une loi qui résoudra toutes les questions. Vous le dites vous-même, Manuel Valls, ça sera compliqué sur le plan juridique. Gérald Darmanin le dit aussi ce matin dans Libération. Notre droit ne nous permet pas de suivre efficacement l'islam radical et l'islam politique. Est-ce qu'à un moment, il faut dire, il faut qu'on change notre droit, il faut qu'on accepte de rogner certaines libertés? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Je ne vois pas pourquoi on oppose le changement ou l'évolution de notre droit avec l'état de droit. Moi, je pense que dans le cadre de l'état de droit, de notre démocratie, de nos conventions internationales ou européennes, on peut agir. La loi a beaucoup changé depuis 2012. J'ai défendu ici au Sénat en 2012. J'avais commencé par le Sénat quand j'étais ministre de l'Intérieur, une première loi antiterroriste qui tirait les leçons des attentats terribles de Montauban et de Toulouse, là où une école avait aussi été attaquée, parce qu'une école juive et des enfants et un père assassiné, il faut toujours le rappeler. L'école en France a déjà été attaquée, mais j'avais déjà parlé d'ennemis extérieurs et intérieurs, alors qu'on nous avait seulement signalé une trentaine de Français ou de jeunes Français partis en Syrie. Vous voyez l'évolution. Il y a eu des lois en 2012, en 2014, la loi renseignement en 2015, une nouvelle loi pour permettre la sortie de l'état d'urgence en 2017. Donc il faut faire évoluer le droit avec la sérénité qui s'impose. Et parlons à Public Sénat, on peut en parler d'autant plus parce que nous savons que les sénateurs travaillent bien sur ces questions-là. Une constitution, on peut la réviser, mais ça nécessite l'unité et un accord, bien sûr, entre l'Assemblée et le Sénat, vous le savez parfaitement. On peut sortir de certains traités européens? Les traités européens peuvent aussi se renégocier. On peut, sur certains points, provisoirement, on l'a déjà fait, notamment sur la question de l'état d'urgence, prendre la distance nécessaire. Mais quel est notre devoir? Bien sûr, toujours garder l'état de droit à la démocratie, puisqu'on nous attaque parce que nous sommes une démocratie. Mais de l'autre côté, nous avons un devoir, c'est de protéger les Français et de gagner cette guerre qui sera longue, difficile. Je l'avais dit en 2015 devant des jeunes. Ça va être long, c'est une affaire d'une génération et il faut se donner tous les moyens pour être efficace, notamment pour interdire un certain nombre de groupes. Sur ces problèmes juridiques, est-ce que vous, en tant que Premier ministre à l'époque, ou même en tant que maire d'Évry, parce que les maires sont en première ligne sur ces questions de lutte contre l'islamisme radical, est-ce qu'il y a des décisions que vous auriez voulu prendre et que vous n'avez pas pu prendre parce que vous êtes dit... Ça va pas passer au niveau juridique. À l'époque, nous étions confrontés surtout au terrorisme extérieur, même si, encore une fois, j'avais signalé cet ennemi intérieur et j'avais, à la tribune de l'Assemblée comme du Sénat, déjà désigné l'ennemi, c'est-à-dire l'islamisme et l'islam politique. Je crois qu'il faut toujours dire clairement quels sont les adversaires ou très lucidement décrire la situation. Mais c'est vrai que trop souvent, les maires, par rapport à une salle de prière, par rapport à une association, par rapport au financement de la politique de la ville, peuvent être démunis. Donc il faut que là encore, État et collectivités territoriales travaillent ensemble.
les maires, il faut les protéger, bien sûr. Ce qu'il faut protéger d'une manière générale, c'est tous les agents de nos services publics, à commencer par les enseignants. Et je pense à eux notamment à quelques jours de la rentrée. Vous vous rendez compte, vous êtes enseignant aujourd'hui, vous avez à la fois le problème sanitaire à traiter, et de l'autre côté, moi j'ai eu des témoignages bouleversants. J'insiste sur le fait qu'il y a des profs. J'ai lu une lettre hier d'un enseignant envoyé à une amie députée, jeune, mais terrible, sur le fait qu'il était confronté dans une école aux théories complotistes, créationnistes, qu'il y a des cours qu'elle a du mal à imposer. Donc le mal est profond. Regardez le rapport Robin, il dit clairement ce qui s'est passé depuis des années, cette dérive, y compris au sein de l'institution scolaire. Et justement, vous appelez à renforcer la laïcité dans tous les rouages de la société. Alors, il y a une tribune qui est intéressante de François Baroin, signée dans le JDD, une interview, qui suggère d'étendre le périmètre de l'espace relevant du service public. Alors, par cette expression, on comprend qu'en fait, il veut étendre les espaces de vie en commun où s'impose la neutralité, par exemple au complexe sportif, aux médiathèques ou au transport, où finalement le voile, par exemple, serait interdit. Vous-même, qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce qu'il faut aller beaucoup plus loin dans les périmètres où le voile serait interdit? Le voile est devenu, c'est ainsi, l'un des symboles de cette confrontation. Je ne dis pas que toutes les femmes qui portent le voile portent ce symbole pour des raisons politiques, mais c'est devenu ce symbole. Et je pense que, pour être très concret, pour répondre très franchement à votre question, vous me connaissez, je n'esquive pas ces questions, l'interdiction des signes religieux pour les mères accompagnatrices des sorties scolaires. J'ai eu ce débat, y compris quand j'étais Premier ministre. Je n'ai pas réussi à convaincre ni la ministre de l'Éducation, ni le Président de la République, ni d'ailleurs sans doute le Parlement à ce moment-là. Mais je suis convaincu, débat, on tourne autour depuis la circulaire Châtel, mais il faut là-dessus être très clair, c'est une mission de service public. De même, et Jean-Michel Blanquer l'a dit très clairement, au sein de l'université, pas dans toutes les universités, mais au sein de certaines universités, on voit bien que sur les questions d'enseignement, sur le port des signes religieux, sur la pression religieuse qu'il y a au sein de ces établissements, là aussi, je suis favorable à l'interdiction des signes religieux, bref, à l'application de la loi de 2004 dans les universités. C'est très important de le faire, et qu'on ne me dise pas que c'est attentatoire aux musulmans, parce que là aussi, une des leçons de ces derniers jours, c'est clairement de démontrer que ceux qui nous ont accusés pendant des années d'être islamophobes, parce que nous combattions l'islam politique, c'était encore un des mots de Jean-Luc Mélenchon il y a quelques jours, ont fait beaucoup de mal, ceux qui nous ont accusés de faire la guerre aux musulmans. Au contraire, nous protégeons les musulmans en faisant clairement la guerre à l'islam politique. Et ça pose la question aussi, vous parliez tout à l'heure de cette gauche qui ne peut pas être Daniel Obono, donc la députée de la France Insoumise, et Charlie Hebdo. Est-ce que ça rend irrémédiable la fragmentation de la gauche? Vous savez, si j'interviens souvent depuis quelques semaines sur vos plateaux, ou si j'écris, d'abord, c'est parce que j'aime mon pays, c'est parce que je suis un patriote, c'est parce que quand la France est attaquée comme ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur, je me dois d'être aux côtés des Français. Mais c'est aussi parce que je pense avoir eu raison sur un certain nombre de dossiers. Pas surtout, je me suis trompé, bien évidemment, sinon je ne serais pas un ancien Premier ministre seulement. Mais sur la montée de l'antisémitisme, sur la question de l'islam politique, sur les attaques contre la laïcité, j'ai eu raison. Et j'ai eu raison aussi sur ce que j'ai appelé en 2016 les gauches irréconciliables. Il ne peut pas y avoir de trajet commun, il ne peut pas y avoir d'accord avec cette gauche, cet islamo-gauchisme, cette gauche qui s'est perdue avec les identitaires, avec les indigènes de la République. Il ne peut pas y avoir avec ceux qui se sont éloignés des valeurs de la République et de la laïcité dans la France insoumise, parfois au sein du Parti communiste, pas tous bien évidemment, parfois chez les Verts, quelques socialistes. Il y a eu aussi des attitudes insoutenables parfois chez certains élus de droite. Donc il ne peut pas y avoir cette conciliation. C'est pour ça que ma famille politique, qui reste la gauche, doit être très clair sur ces questions-là. Là, il y a un fossé, il y a une ligne rouge. Vous pensez que le PS n'est pas très clair sur ce sujet? Non, moi je veux saluer les interventions. Je ne suis plus au Parti Socialiste depuis 3 ans, mais je veux saluer les interventions, je crois, de son premier secrétaire, Olivier Faure, qui est sur la question de la laïcité, de la lutte contre l'islamisme, même s'il y a toujours évidemment des tensions, des débats, il y a toujours ceux qui vont chercher des explications économiques et sociales, mais elles ont été particulièrement claires. Un mot pour finir, ça rejoint à la fois la gauche et ce que vous disiez sur
sur le changement de la Constitution. Il y a un texte qui a été examiné au Sénat il y a quelques jours, une proposition de loi constitutionnelle qui visait à inscrire dans la Constitution la prééminence des lois de la République. La gauche n'a pas voulu participer au vote, jugeant que dans un tel contexte, c'était 3 jours après l'assassinat de Samuel Paty, ça ne permettait pas une discussion sereine. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce choix de la gauche ? Le problème, c'est de trouver la voie de l'accord. Parce que vous pouvez vous diviser, ce qui était le cas, donc, sur un texte de loi, si vous pensez en plus qu'il ne va pas aboutir. Donc si on considère, et je trouve que c'est le cas, que cette proposition est intéressante... Vous l'auriez voté, vous ? Non, je ne suis pas sénateur, je ne vais pas me mettre à la place des sénateurs socialistes, je ne vais pas avoir quand même tous les inconvénients. Mais si on veut faire avancer les choses, si on considère que notre droit, ou européen ou national surtout, ne permet pas d'aller suffisamment loin, il faut le faire toujours avec méthode, sérénité, il ne faut pas faire uniquement des proclamations, eh bien ça veut dire qu'il faut se mettre autour de la table. Si les sénateurs ou la majorité sénatoriale veut faire aboutir cette proposition de loi constitutionnelle, elle sait parfaitement qu'elle devra trouver la voie de l'accord avec le gouvernement, avec l'Assemblée et ici avec la gauche. Mais mon seul appel, quand même qu'elle aboutisse. Mais mon seul appel, c'est qu'il faut se mettre d'accord. Et les socialistes qui ont gouverné et qui m'ont soutenu, notamment au Sénat, le président Caner a été membre de mon gouvernement, savent que la culture de gouvernement, la culture de la responsabilité, dans ces moments aussi délicats face à autant de crises, doit s'imposer. Dernière question, Julien. Eh bien, on a bien compris que vous ne souhaitez pas devenir sénateur, mais est-ce que vous pensez à un retour dans la vie politique française, à revenir d'Espagne complètement pour vous réinvestir ? Et mon petit destin n'est pas le sujet. Non, je ne suis pas à la recherche de mandats et de responsabilités. Mais je pense que d'une certaine manière, l'expérience, vous savez, avec le dégagisme, on a balayé beaucoup de choses en 2017. Les responsabilités sont partagées, bien sûr, et j'assume mes propres responsabilités dans ces échecs. Mais l'expérience, elle est utile. L'expérience de ceux qui ont gouverné, de ceux qui ont pris du recul, de ceux qui regardent le monde. Donc c'est important que nos voix, ma voix, comptent dans le débat. Donc je continuerai très librement à m'exprimer si je considère que c'est utile pour mon pays, si c'est utile pour les Français. Et conseiller Emmanuel Macron, vous y pensez ? Oui, il a suffisamment de conseillers et il agit. Mais je pense que c'est important, notamment par rapport à ceux qui ne se sont pas trompés sur ces questions-là tout à fait fondamentales, de continuer à dire ce qu'ils pensent avec toujours le sens de la responsabilité et un immense amour pour la France. Merci beaucoup. Merci Manuel Valls d'avoir été notre invité ce matin. Merci.